La soumission chimique, ou DFSA en anglais, Drug Facilitated Sexual Assault, désigne le fait d'administrer à une personne, à son insu, une substance psychoactive, une drogue, un médicament, de l'alcool, dans le but de la rendre vulnérable, incapable de résister ou de consentir, pour ensuite commettre des actes sexuels sur elle. Je trouve que la signification anglaise est beaucoup plus véridique que juste soumission chimique. Là, c'est un viol facilité par la drogue. Voilà ce que ça veut dire. Et c'est un crime. En droit français, c'est traité comme une circonstance aggravante du viol. L'article 222-26 du Code pénal prévoit que lorsqu'un viol est commis avec l'usage de substances qui altèrent le discernement de la victime, la peine est aggravée. Et on peut aller jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle. Ça, c'est la loi, bien entendu. Vous savez, je sais, tout le monde sait que ce n'est pas comme ça que sont traités les violeurs. Bien entendu, la plupart d'entre eux ne font pas de prison ou peu de prison. En France, les données sur la soumission chimique, spécifiquement, sont plutôt fragmentées. Selon l'OMS, c'est une forme d'abus qui est massivement sous-déclarée. Pourquoi ? Parce que déjà, les données fiables sont extrêmement rares. Parce qu'en fait, les victimes ne se souviennent souvent de rien, puisqu'elles ont été droguées, et donc qu'elles étaient totalement inconscientes. Possible qu'elles se réveillent dans les mêmes conditions que la veille, et donc elles ne savent pas qu'il leur est arrivé un crime. Ou alors, petit à petit, elles commencent à sentir que leur corps perd de l'énergie, mais elles ne savent pas pourquoi, elles ne sont pas au courant que tel crime a été commis sur elles lorsqu'elles étaient en train de dormir. Elles ne savent pas qu'elles sont en train d'être activement droguées, et peut-être que le jour où elles le découvrent, elles ressentent de la honte et de la culpabilité. Non pas parce que c'est de leur faute, mais parce que c'est le schéma général d'une victime de viol ou d'agression sexuelle. Autre argument, c'est que les nouvelles générations de drogues qui sont utilisées, parfois des médicaments sur ordonnance, disparaissent rapidement du sang et des urines, ce qui fait qu'on n'a pas de preuves. Donc en fait, tu veux affirmer quoi ? Est-ce que tu es sûr de toi ? Est-ce que tu es vraiment sûr du peu de souvenirs que tu as de telle ou telle violence ? Et parce que même quand une femme arrive aux urgences ou au commissariat pour porter plainte, le personnel n'est pas toujours formé pour reconnaître les signes et ou formé pour l'aider. En Angleterre et au Pays de Galles, par contre, deux pays qui documentent beaucoup mieux ce phénomène, on a 23% des agressions sexuelles qui ont été enregistrées en 2025 qui concernaient des victimes inconscientes ou endormies au moment des faits. C'est donc un chiffre qui est en hausse par rapport à 21% il y a 10 ans. Et dans les deux cas, c'est quand même un taux qui est fort, mais le pire, c'est que c'est pas un phénomène qui régresse, c'est un phénomène qui progresse. En colère. Pour beaucoup d'entre nous, le nom Pélico a tout changé. En 2024, la France et le monde a été confrontés au procès de Dominique Pélico et de 50 co-accusés devant le tribunal correctionnel d'Avignon. Pendant près de 10 ans, Dominique Pélico droguait sa femme, Gisèle Pélico, avec des somnifères, des anxiolytiques, dissous dans son repas ou dans sa boisson. Une fois droguée et endormie, il la violait et la filmait. Et il invitait également des hommes, recrutés sur Internet, à venir la violer pendant qu'elle était inconsciente. Et on compte plus de 200 viols. 200 viols. Et 70 agresseurs identifiés. Certains n'ont d'ailleurs pas été retrouvés. Gisèle Pélico, elle se souvenait de rien. En fait, elle avait des trous de mémoire parfois, elle était très fatiguée. Au fil des années, elle se plaignait de douleurs inexpliquées. On se rend compte quand même de la violence de ce qui est en train de se passer dans ce foyer-là. C'est-à-dire qu'on a cette femme qui va dormir comme d'habitude avec son mari chéri, l'homme qu'elle a choisi, l'homme qui l'a choisi également, avec qui elle a des enfants et des petits-enfants. Elle ne sait pas d'où viennent ces petites douleurs-là, mais ces douleurs viennent du fait que son mari la viole et qu'il invite le soir des hommes pour la violer. Est-ce qu'on se rend compte quand même de l'horreur de ce qui est en train de se passer dans sa situation à elle et en réalité dans le foyer de tellement d'autres personnes? Parce que c'est pas un phénomène isolé, c'est juste un des premiers qui a la visibilité qu'il mérite. Et encore. Je suis jamais étonnée d'apprendre des choses immondes sur ce que les hommes font subir aux femmes. Par contre, je suis toujours un peu plus dégoûtée. Le dégoût, lui, c'est un puits sans fond. Et du coup, j'ai l'impression que comme on a tellement l'habitude d'entendre des choses affreuses, qu'on trouve ça plutôt, pas banal, mais ça fait partie du quotidien. On n'est même pas étonné si demain il y a quelqu'un qui vient nous dire qu'elle s'est pris une main au cul dans la rue. Je pense pas que quelqu'un va se dire « Oh mon Dieu !» alors que c'est une agression. Parce qu'on a tellement augmenté dans l'échelle de la violence que les choses qui sont pourtant extrêmement violentes nous paraissent banales à côté de ces monstruosités, tout simplement.
Donc j'en reviens à ce que je disais, elle avait des douleurs inexpliquées et son médecin cherchait des pathologies neurologiques, elle a eu plein de rendez-vous médicaux et en fait personne ne savait d'où ça venait, personne n'a fait le lien en fait, parce que comment on peut faire ce lien? Comment on peut imaginer que l'homme avec qui on a fait notre vie, celui qui s'est mis à genoux devant nous pour nous demander en mariage, qui a promis de nous aimer pour toujours, qui nous accompagne depuis des années dans notre vie, qui dort dans notre lit, qui est le papa merveilleux de nos enfants, qui nous fait rire. Et lui, dans toute sa splendeur, tout simplement, ça peut être notre bourreau, ça peut être un psychopathe, ça peut être un réel prédateur. Et en réalité, un inconnu total. Un inconnu total. Et c'est ça le pire, c'est que ces hommes qui commettent ces atrocités, ce sont des inconnus auprès de leur famille. C'est-à-dire que c'est une facette de leur personnalité, de leur caractère, qu'ils vont cacher, qu'ils vont seulement montrer à d'autres hommes qui commettent les mêmes atrocités. Donc ça nous fait déjà nous dire à quel point en fait on ne connaît même pas les hommes qu'on épouse, on ne connaît même pas nos pères, nos frères, nos cousins, on est persuadé de les connaître, mais en réalité non. Je veux dire, cette femme a dû tomber des nues. Si tu lui avais dit, je pense, il y a des années, ton mari te fait ça, mais elle l'aurait pas cru. Jamais, c'est inconcevable. Je vais en reparler à la fin de l'épisode, mais il y a vraiment ce truc de... On nous apprend à avoir peur des gens autour de nous, des gens dans la rue, des hommes tard le soir, on nous apprend à avoir peur de ça, mais on nous apprend pas à avoir peur de notre mari. On nous apprend pas à avoir peur de la personne en qui on a totalement confiance. Sauf qu'en fait, ça s'arrête quand ? Ça ne s'arrête pas tout simplement, c'est ça le truc. Ça ne s'arrête pas et il faut arrêter de faire croire que oui mais ça c'est isolé. La réalité, c'est que les maris actuellement violent leur épouse. Et si c'est pas leur épouse qui viole, eux, ce sont les inconnus qui vont violer l'épouse d'autres personnes. C'est ça la réalité. Et la réalité, elle est encore pire par rapport à tout ce que je vais vous raconter juste après. Finalement, en 2020, Dominique Pellicot, il est arrêté dans un supermarché pour avoir été surpris en train de filmer sous les jupes des femmes. Et en fouillant son ordinateur, la police tombe sur des milliers de fichiers, des vidéos, des photos, notamment de sa femme. Et donc là, il y a l'horreur dans toute son étendue, vraiment. Gisèle Pellicot, d'ailleurs, apprend par la police qu'elle se fait droguer, violer et passer d'homme à homme. C'est la police qui lui annonce cette nouvelle-là. On peut quand même s'imaginer l'horreur à ce moment-là. Elle a porté plainte et des années plus tard, elle a décidé de rendre le procès public pour que la société ne puisse plus détourner les yeux, pour que la société dise « voilà ce qui se passe ». Et c'est la même chose à un degré bien plus faible que j'essaye de faire moi. C'est-à-dire, c'est ça ce qui se passe. C'est ça ce qui se passe. Là, après ce podcast, tu peux aller écouter ce que tu veux, tu peux aller regarder ce que tu veux, tu peux te noyer dans une série, t'inventer un monde 1000 fois meilleur. Mais la réalité, c'est pas ça, c'est ça qui se passe. Tu peux pas détourner les yeux. Tu peux pas faire genre que t'es pas au courant. Et en fait, à partir du moment où t'en prends conscience, c'est impossible de l'oublier. Parce que tu vas le voir partout. Partout, partout, partout. Ce procès, il a révélé quelque chose de fondamental, que Dominique Pellicot n'avait pas agi seul. Il avait utilisé un salon de discussion sur un site de rencontre appelé Coco, dans une rubrique nommée « À son insu », pour recruter ses complices. On a tendance à faire croire ou se faire croire que les hommes qui ont fait ça n'étaient pas particulièrement au courant. Les complices, pendant le procès, disaient « Ah, mais on savait pas vraiment qu'elle voulait pas... » et que le groupe dont tu fais partie s'appelle « À son insu ». Rien que ça, c'est assez pour réussir à tirer des conclusions sur ce qui est en train de se passer. On a tendance vraiment à, je pense, se rassurer parce que réaliser que le monde est atroce et que les hommes sont atroces, c'est infernal. C'est infernal. Si tu commences à te dire qu'en fait, même les hommes de ta famille, tu peux pas leur faire confiance, c'est infernal. Je comprends, j'ai dû passer par là. Mais c'est la vérité. La vérité, c'est que ces hommes-là, ils ont une famille. Ces hommes-là, ils ont des enfants, des frères, des sœurs, des parents. Ces hommes-là, c'était des hommes ordinaires. Des pères de famille, des retraités, des médecins, des policiers. Des hommes qui savaient exactement ce qu'ils faisaient. Il faut arrêter de se dire « Ouais, mais peut-être qu'ils savaient pas, et nanani, et nanana », et d'essayer de trouver à leur place des excuses. Ou eux-mêmes, de se trouver des excuses. Ils sont pas bêtes. Entre aller sur le site de rencontre Coco, aller dans la rubrique à son insu, contacter Dominique Pellicot, s'inscrire dans le groupe, envoyer des messages, préparer ta venue, enlever ton pantalon, violer la femme qui est en face de toi, qui est en train de dormir. Tu sais ce que tu fais. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas un homme qui ne sait pas. Ils le savent, mais ils décident de le faire quand même.
Et ensuite, il décide de dire « ouais, mais j'étais pas au courant ». Déjà de base, et en plus, même si on imagine un cas qui est vraiment flou, dans ton fort intérieur, tu le sais. Mais tu décides de le faire quand même parce que tu sais que rien ne va jamais t'arriver, parce que tu es un homme et que c'est comme ça qu'on a toujours traité les hommes. Ils font ce qu'ils veulent. La preuve, qu'est-ce qui va leur arriver ? Enfin bon. L'affaire Pellico, elle a secoué le monde. Et puis, au fil du temps, l'attention est passée ailleurs. Et c'est là que l'enquête de CNN entre en scène. Des journalistes de CNN ont passé des mois à infiltrer des communautés en ligne. Et ce qu'ils ont découvert, c'est que non seulement ces réseaux criminels n'ont pas disparu, mais c'est qu'ils se sont développés, qu'ils se sont diversifiés et qu'ils se sont institutionnalisés. Motherless.com, un site pornographique américain qui se décrit lui-même comme un hébergeur sans morale, héberge plus de 20 000 vidéos de ce que les utilisateurs appellent du contenu slip, des femmes endormies, sédatées, filmées à leur insu lors d'agressions sexuelles. Le site a reçu en un mois, en février 2026, pas moins de 62 millions de visites. 62 millions de prédateurs en un mois. Sur ce site, il y a des groupes d'hommes qui vont s'organiser et il y a aussi des groupes qui vont être créés via l'application Telegram, comme le groupe Z, genre ZZZ, ce qui est un signe pour dire que tu fais dodo, que tu es en train de dormir, bref. Et le groupe Z, c'est un groupe de près de 1000 membres qui était un espace où des hommes du monde entier, et là vraiment c'est important, du monde entier, donc on a des personnes d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, d'Europe, d'Asie et d'Afrique, qui échangeaient librement des conseils. Quels conseils me diriez-vous ? Eh bien des conseils sur comment droguer leurs femmes. Quels médicaments utiliser ? Quelle dose, comment les donner à leurs femmes sans se faire prendre, comment s'assurer que leurs épouses sont bien endormies et inconscientes pendant les viols, comment filmer ces viols-là, et en plus des conseils, ils s'envoyaient des photos de leurs femmes pendant les viols, des vidéos de leurs femmes pendant les viols et des bonnes blagues. Et puis ils ont lancé des live streams payants, 20 € par utilisateur pour pouvoir voir le viol en direct, et demander à ce que certaines pratiques soient réalisées. C'est affligeant parce que, de un, c'est horrible, et en fait, ça se passe là, sous nos yeux, et on pense que l'affaire Pellico peut faire changer les mœurs, mais pas du tout. On pense qu'en fait, on avance, et je me dis, mais pas du tout. C'est nous, les femmes, qui avançons dans notre coin, mais le réel problème, c'est le patriarcat, cette réalité qui est que les hommes ne payent pas pour leurs crimes, cette réalité qui est que le sexisme et la misogynie est tellement intériorisée que certaines femmes ne parlent pas et les hommes et ou d'autres femmes ne vont pas croire les victimes, tout ça, c'est un système qui est là. Et en fait, nous les femmes, on a beau avancer, le système, il est encore là. Donc en fait, on a beau fermer des portes, il va en créer de nouvelles. Parce que le fond du problème, il n'est pas attaqué. Le fond du problème, pardonnez-moi, c'est les hommes et ce qu'on leur apprend. C'est le patriarcat qui apprend aux hommes à faire ci et qui les laisse faire ça. Parce que les hommes n'est-ce pas méchants. On leur apprend à l'être. Initialement, c'est des bébés. Un bébé, il n'est pas méchant. C'est juste un bébé. Et on leur apprend à être de cette manière. On leur apprend de manière un petit peu indirecte qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Que la violence, c'est nécessaire. Qu'ils ont droit de tout faire. Et ils savent, en voyant ce qui se passe dans l'actualité, ou en regardant des films, ou etc., ils savent que rien ne peut leur arriver. Ils peuvent avoir peur que quelque chose leur arrive, mais rien ne va jamais leur arriver. Par rapport à la quantité d'hommes qui violent, il n'arrive rien aux violeurs. Une écrasante majorité d'entre eux vit dans la paix la plus totale, sans conséquence. Donc en fait, nous les femmes, on se bat. On parle, on montre, on pointe du doigt, on apprend. Et ensuite, on nous dit « Ouais, mais pas tous les hommes, mais pas tous les hommes. » Et le « pas tous les hommes », c'est juste une claque qu'on nous fout dans la gueule. On s'en fout, tous les hommes, pas tous les... En fait, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que les hommes, point. Le système mis en place par des hommes, point. Il fait ça, en fait. Ensuite, que toi, t'as jamais rien fait de ta vie. Laisse-moi te dire que j'en ai rien à foutre. Tu veux quoi? Une médaille peut-être? Oh, t'as jamais violé ta femme. Bravo! Pourquoi tu viens dire oui, pas tous les hommes?
Défends les femmes, pointe du doigt les hommes, fais quelque chose. C'est ça le fond du problème. Le fond du problème, c'est que ce patriarcat-là, il continue de mouliner, de vivre, parce qu'on est des sociétés qui sont dirigées par des hommes, des classes politiques dirigées par des hommes, des médias dirigés par des hommes, des grandes entreprises dirigées par des hommes. L'opinion publique, globalement, c'est les hommes, les hommes, les hommes, les hommes. Et nous, les femmes, on est en bas et on se fait tabasser la gueule. Et des femmes se font violer pendant la nuit quand elles se font droguer par leur mari, dont elles sont amoureuses, qui est censé les aimer, qui leur a promis à la vie, à la mort. Nous, on est là et on essaie de se démerder alors qu'on se fait tataner la gueule et en plus, oui, mais tu devrais pas être méchante vis-à-vis des hommes. Mais est-ce que vous voyez ce qui est en train de se passer ? Est-ce que vous voyez ? Là, c'est comme... Je me sens vraiment en bas de la pyramide. Et regardez en haut, et il y a des hommes, et tout un système. Et en haut, il y a marqué patriarcat. Et moi, on vient me voir à ma petite base, on me dire « Oui, mais pourquoi t'arrêtes pas de dire ça ?» Mais parce que tous eux, là, ils m'écrasent. Ils m'écrasent. Et ils nous écrasent toutes. J'en ai rien à foutre que toi, tu sois un peu sur le côté et que j'ai pas ton pied dans la gueule. Vous tous, le système que vous représentez, vous nous écrasez. Le système nous écrase et en plus, une grande majorité d'hommes, dans leur individualité, oui, commettent des atrocités. On parle de 62 millions de visites sur un site qui promeut le viol et qui met en avant des hommes qui violent leur épouse. 62 millions de visites dans un seul mois. On se rend compte de l'ampleur du truc ? Bon. J'en reviens à mes moutons, l'enquête de CNN. Comme je vous l'ai dit, il y a des journalistes qui se sont infiltrés dans ces communautés-là en se faisant passer pour justement des utilisateurs lambda, donc ils sont allés sur les groupes Telegram, voilà. Et on a dans cette enquête accès aux messages qui ont été envoyés justement entre des utilisateurs réels et la personne de CNN qui s'est infiltrée. Donc là, il y a la personne de CNN qui dit « Comment sont passés tes streams ? Est-ce que tu as gagné de l'argent ?» L'utilisateur répond « Oui, ça s'est bien passé. Cette nuit-là, 3 gars ont acheté et j'ai streamé ma femme inconsciente pour eux. » La personne de CNN répond « Et est-ce qu'ils t'ont donné des instructions ?» L'utilisateur répond « Oui, ils m'ont dit quoi faire et je l'ai fait. » Encore une fois, c'est affligeant parce qu'on voit, tu reçois tes instructions et t'es content de le faire. En fait, il y a vraiment cette communauté-là qui est en place. La personne qui s'est réellement infiltrée dans ces communautés en témoigne et elle dit il y avait un réel sentiment de camaraderie et de fraternité dans ces groupes. De camaraderie et de fraternité. Mais c'est ça, t'es avec ton poteau, il te dit oh tiens, mets ta bite ici et fais-lui ça et frappe-lui le visage. Et tiens, mets-lui des doigts dans la bouche. Et il le fait. Et ils sont contents, ils sont copains, ils se partagent ça. Et ensuite, ils envoient les photos. Ils s'envoient des photos où ils se disent par exemple oh, vérifie qu'elle est bien endormie, ta femme. Et comment ils vérifiaient, vous allez me dire ? Ils vérifiaient avec les yeux, c'est-à-dire qu'ils soulevaient les paupières de leur femme et regardaient si les yeux, justement, étaient blancs. Ils regardaient si les yeux montaient vers le haut ou sur le côté pour montrer que la personne est justement en train de dormir. Et ensuite, ils postaient des photos qu'ils envoyaient sur le groupe avec le hashtag passed out, qui veut dire endormi, ou hashtag I check. On check les yeux. Et ouais, c'est checké. Vous voyez ? On voit une de ces photos-là dans l'enquête. Et c'est une photo qui est d'une horreur absolue. Donc elle est un petit peu floutée et en même temps assez pour qu'on voit certaines choses. Je pense que ce qui me marque le plus, c'est que la photo est centrée sur cette femme-là. C'est une personne et surtout, c'est l'épouse de cet homme-là. Et elle lui fait confiance et elle est un peu fatiguée, elle allait dormir. Voilà ce qui est en train de lui arriver. Et on voit son œil qui monte complètement vers le haut. On voit qu'elle est complètement endormie. Pour moi, ce qui est choquant, c'est se dire, mais comment tu peux voir ça et faire ce que tu fais ? Parce que moi, en voyant cette photo, moi, je vois quelqu'un. Je vois quelqu'un avec une histoire, j'ai pas besoin de connaître son prénom, son famille, son âge. Je vois quelqu'un. Je vois une personne. Et je pense que c'est ça, c'est que les hommes ne nous voient pas comme des personnes. C'est-à-dire qu'entre hommes, ils se voient comme des êtres humains, mais tout ce qui n'est pas homme, ce n'est plus un être humain. Ce qui est femme, ce n'est pas un être humain. Ce qui est enfant, ce n'est pas un être humain. Ce qui est animal, ce n'est pas un être humain. Et je pense pas que c'est une pensée concrète qu'ils ont dans leur esprit. Je pense pas qu'il y a la phrase « cette personne n'est pas humaine, donc je peux la violer ». Je pense que c'est une conception des choses, de leur place dans l'univers, que eux ont une importance qui est bien plus élevée que celle de tout autre être. Et quand je vois cette photo avec cette femme et les mains de cet homme qui lui soulèvent les paupières, je me dis mais là tu la traites comme
comme un gibier, comme un animal de foire, et tu la prends en photo et tu es en train de la violer, quoi. C'est d'une atrocité, j'avais envie de dire rare, mais en fait, ce n'est pas rare. Et c'est ça qui est le pire. Et grâce à cette enquête, on a accès aux échanges de ces hommes. Je vais vous en lire des extraits, parce qu'il faut entendre ça pour réaliser quand même l'ampleur de ce qui se passe. Un utilisateur écrit « Ça fait tellement longtemps que je veux faire ça à ma femme, mais j'ai une peur bleue d'une overdose. » Donc ça fait longtemps et tu la vois tous les jours et cette information mûrit, et mûrit, et mûrit. Ta peur, c'est pas de violer ta femme. Ta peur, c'est pas d'agresser sexuellement ta femme. Ta peur, c'est pas de commettre un crime. Non, t'as peur de mal doser. T'as peur qu'elle fasse une overdose. Mais ce que tu fais, c'est pire. C'est comme le dit le véritable terme anglais, c'est un viol facilité par la drogue. Le centre du sujet, c'est pas tellement la drogue, c'est le viol. Bref. Et un autre lui répond, parce que oui, on est là dans la camaraderie, on se conseille, et il lui répond « Il faut toujours commencer doucement. Tu penses sur le long terme. Alors, si la première fois, c'est pas suffisant, augmente la dose. » Ensuite, il y a quelqu'un d'autre qui lui dit « Tant de millilitres dans un milkshake. » Utilise tant de millilitres dans un milkshake. On se rend compte de la banalité de la chose, je veux dire, ton mec te fait un milkshake, c'est trop mignon, c'est trop gentil, tiens ma chérie, je t'ai préparé ça pour ton sport, ou tiens pour le matin, oh tiens je t'aime mon amour. Et en fait c'est ça qu'il fait. En fait ton mari te drogue, et tu le sais pas et tu le sauras peut-être jamais. Le mec dit tant de millilitres dans un milkshake, elle s'est sentie nauséeuse, alors je lui ai donné un comprimé d'Imodium, mais c'était pas de l'Imodium. Et puis je l'ai bien baisée, mais elle était pas assez inconsciente, et j'avais plus de une drogue, sur moi. Donc on s'imagine cette épouse qui, on lui fait un milkshake, ensuite elle dit à son mari qu'elle se sent un peu nauséeuse, son gentil mari qui lui dit « Oh non, merde, tiens, prends ça !» Et en fait, il la drogue encore. Et elle se dit « Oh, il est attentionné, mon mari. Il prend soin de moi, mon mari. » En Pologne, la femme d'un des utilisateurs, qu'on appelle Piotr, semblait également ne pas être au courant de ce qui lui arrivait, et lui-même disait « J'ai encore quelques photos, mais c'est difficile pour moi de l'endormir. » Donc on se rend compte qu'ils sont absolument pas connectés à la réalité du crime qu'ils sont en train de commettre. Enfin, ils savent ce qu'ils font, mais il n'y a aucune émotion, c'est ça que je veux dire. La partie qui est liée à la gravité de la situation, cette partie-là, elle n'est pas là. Parce qu'encore une fois, pourquoi ils devraient se dire que c'est mal, puisqu'ils le font depuis des années. Ils le font depuis des années et ça marche. Tout comme Dominique Pellico. Pourquoi il se serait senti mal à un moment? Il l'a fait une fois, il lui est rien arrivé. Il l'a fait 2 fois, 3 fois, 10 fois, 20 fois, 100 fois, 200 fois. Pourquoi tu t'arrêterais? Puisqu'en fait, on te laisse le faire. En plus de ça, c'est pas tout. Donc, on a les violeurs, et ensuite, on a des businessmen, des violeurs businessmen. Il y a un des utilisateurs de Motherless qui a prétendu gérer une entreprise vendant et expédiant des liquides soporifiques, donc des liquides, des drogues pour endormir, et ce, à n'importe quelle adresse dans le monde. Donc ça, c'était un mec qui était situé en Espagne, et il indiquait sur son compte Telegram qu'il faudrait 150 € pour une bouteille du liquide. Donc voilà, c'est simple finalement. Tu vas sur l'application Telegram, tu trouves ton petit groupe, le mec te propose d'acheter un liquide pour violer ta femme, en toute tranquillité, sans qu'elle te dérange, bien sûr. Puis ça te coûte que 150 €. Une bouteille, elle est grande et en fait, t'as besoin de que tant de millilitres pour l'endormir, donc c'est parfait. Et en plus, lui-même le dit, le fameux utilisateur-vendeur, il disait « C'est totalement indolore et incolore. Votre femme ne sentira rien et ne se souviendra de rien. » Voilà ce qu'il a dit. Mais c'est un super slogan, ça. Hein? Achetez-le, 150 €. Votre femme ne sentira rien et elle se souviendra de rien. Let's go! Et en plus, je livre partout dans le monde. J'ai un vrai business. Tu l'as mis sur LinkedIn, ça aussi? Tu veux faire une formation d'auto-entrepreneur? Non, mais c'est quand même une folie. Ça veut dire la simplicité que c'est, de violer une femme, déjà. Mais en plus de ça, pour prendre ses précautions, de la droguer, d'acheter de la drogue, de communiquer avec des violeurs et de réaliser son business et d'entretenir toute cette communauté pendant des mois et 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 des mois. Voilà ce qui se passe. On a l'impression qu'ils sont en train de parler d'un hobby. Ils sont en train de tenter une nouvelle activité. Oh putain, comment je fais? T'as pas des tips? Ah ouais, ah trop bien. Et c'est ça le pire. C'est la banalisation de la violence, la banalisation du viol, la banalisation de l'utilisation de la drogue pour violer, la banalisation de la soumission chimique, la banalisation de la trahison, la banalisation de la violence physique et émotionnelle.
Se dire, oh merde, oh tu me conseilles quoi? Bah mets-toi dans un milkshake et tu verras, ça va passer. Oh trop bien, profite de ta soirée. Les gars, vous avez des photos de votre femme quand elle s'est fait violer hier? Oh, c'est combien d'euros pour le live stream aujourd'hui? Ah bah c'est tant, super, on se retrouve à 18h30, nickel. Bah attends, elle rentre du sport. Voilà ce qui se passe en fait. C'est un petit groupe de mecs passionnés par le viol. Et la députée française Sandrine Josso, qui a elle-même été victime de soumission chimique de la part d'un ancien sénateur, elle appelle ça des écoles de violence, une académie du viol en ligne, où chaque compétence est enseignée, où chaque technique est partagée. Mais au-delà de tout ça, au-delà de ces chiffres, au-delà des groupes Telegram, il y a des femmes, il y a des personnes réelles dont la vie est totalement détruite. On a Zoé Watts, par exemple, qui vit en Angleterre. L'homme avec qui elle était mariée depuis 16 ans, le père de ses 4 enfants, prenait les somnifères de leur fils, les écrasait et ensuite les mettait dans son thé du soir pendant des années. Et elle dit qu'elle se souvient qu'elle était reconnaissante qu'il lui prépare ce thé. Elle était reconnaissante. C'est exactement comme ce que je vous disais avec le fucking milkshake. Bah ouais, mon mari, il fait grave attention à mon petit déjeuner, ou tous les soirs il me fait mon thé du soir, ou tous les matins il me fait mon milkshake, c'est trop mignon. Et en fait, même ça, même les petites attentions qu'on trouve magnifiques, qu'on trouve géniales, où on est là en mode « Oh, il est vraiment trop mignon, je l'adore, il prend tellement bien soin de moi, il fait grave attention à moi. » Même ça, on peut pas s'assurer que c'est vrai. Parce que dans ce cas-là, et dans le cas de tellement d'autres femmes, le petit thé qu'on te sert, c'est pour te violer. C'est pour te droguer et te violer par la suite. Et elle était épuisée, mais elle se posait pas de questions, tu vois. Ça se fait pas d'un coup, c'est graduellement, petit à petit. Peut-être qu'elle se dit, oh, peut-être que je travaille trop, peut-être que son mari, il lui dit, oh ouais, tu devrais lever le pied, et il lui fait un petit massage, et parce qu'il est content quand elle est à la maison. Parce que quand elle est à la maison, il peut la violer tranquillement, hein. Et en fait, un jour, son mari, il lui a tout avoué. C'était un dimanche, il rentrait de l'église. Donc là, on parle d'un homme pieux, hein. Ouais, voilà, un homme qui va à l'église, il prie, et pendant des années, il viole sa femme, et il la drogue, et il en parle sur les réseaux, et il en parle sur Telegram, et il échange des tips avec ses copains. Mais il va à l'église, bien entendu, parce que c'est un homme de foi. Et en fait, il lui a déroulé une liste, et elle le dit comme une liste de courses, et il lui a dit qu'il, et là je cite, il la ligotait, la photographiait, et la violait. Donc elle a finalement décidé de porter plainte, et des gens lui ont dit, et là j'en reviens encore une fois à ce système, qui apprend aux hommes et aux femmes à être sexistes, à être misogynes, qui apprend aux hommes à garder le pouvoir, etc., que les hommes n'ont pas à subir de conséquences. Parce que les gens lui ont dit « Ouais, mais c'est ton mari » ou « T'étais pas réveillé, donc c'est pas pareil que dans une ruelle ». On en revient au même truc, c'est-à-dire que le mec est au courant qu'il fait quelque chose de mal, mais je t'ai pas frappé, et puis je suis ton mari, et puis c'est juste un petit kink sexuel, tu vois, en soi il t'a pas fait de mal puisque tu t'en rendais pas compte, puisque t'étais en train de dormir, il t'a pas agressé dans une ruelle, c'est pas un viol, hein. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui fait qu'on n'avance pas, parce qu'il y a ce groupe de femmes qui défend nos droits, les féministes, les misandres, qui se battent pour se faire entendre, pour avoir plus de droits, pour avoir plus d'égalité, pour pointer du doigt les hommes, pour pointer du doigt le patriarcat, pour pointer du doigt les violences qu'on subit. Et en même temps, il y a aussi une énorme partie de femmes qui n'est pas du tout de notre côté. Si elle était de notre côté, on avancerait encore plus vite. Qui n'est pas de notre côté parce qu'elle se fait tellement taper dessus par le patriarcat qu'elle décide d'en être l'alliée pour pouvoir mieux taper sur d'autres et ainsi être un petit peu plus en sécurité. Mais en réalité, la plus grosse partie, c'est les hommes qui sont là. Tac, tac, tac. Et ça boue, et ça boue, et ça boue. Et ça continue à évoluer, à évoluer, à évoluer. Et finalement, c'est comme une sorte de chaudron, voilà, en ébullition, et qui continue de bouillir et de bouillir. Et en soi, ce chaudron, personne ne lui fait rien. Il continue, il est là. Et nous, on peut continuer ce qu'on fait. Mais ce chaudron, il est là. Et un jour, il va falloir décider de s'arrêter, de se retourner vers le chaudron et de le buter, de le péter, de vraiment se déchaîner là-dessus. Parce que rien que là, mon ton, il est, je trouve, extrêmement calme par rapport à l'atrocité des choses que je suis en train de raconter. On n'est tellement pas assez en colère. On n'est tellement pas assez vénère. En fait, on sait ce qu'on devrait faire, mais on ne le fait pas. Ce qu'on devrait faire, la seule chose qui nous ferait ne plus être des esclaves du patriarcat, sortez la guillotine et on les bute. Elle est prise de la Bastille et les meufs sont au pouvoir. Honnêtement, c'est la seule chose parce qu'on est calme. On avance, on explique, et parce qu'ensuite, il faut expliquer aux hommes pour qu'ils soient de notre côté. Mais allez vous faire foutre. On a que ça à foutre. Déjà,
Il y en a qui violent et en plus, on doit vous expliquer les choses. Mais encore une fois, vous n'êtes pas complètement con, hein. Vous avez juste trop peur. Oh non, j'ai trop peur, j'ai pas envie de perdre mes noms, j'ai pas envie, j'ai peur des femmes, j'ai peur. Ah, pauvre de toi. Pauvre de toi. On sait que ce qu'on devrait faire, c'est être 1000 fois plus violente. C'est quand un homme nous regarde dans la rue, lui filer une claque. C'est quand un homme décide de nous toucher dans la rue, on lui coupe la main. C'est quand un mec viole, on lui coupe la bite. Que quand un mec nous parle, et juste qu'on n'a pas envie, on lui crache dessus. La seule chose qui élimine la violence, pardonnez-moi, c'est la violence. Je vais donner un exemple. Quand il y a une guerre, avant la guerre, il y a tout un terrain en ébullition. Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Et tu peux essayer de faire des petits trucs, de les calmer, de nanani, de nanana, de leur expliquer, de machin, de bidule. C'est pas ça qui amènera à la paix. Parce qu'il y a visiblement un problème qui est là. Et soit tu décides de faire l'autruche et de te dire on regarde pas, et on va trouver des solutions un petit peu plus paisibles, et on va se calmer, et on va trouver ci, on va trouver ça, et t'inquiète, on peut attendre, et on verra ça l'année prochaine, et nanani, et nanana, et on va mieux leur expliquer, et on va faire ci, et on va faire ça. De l'autre côté, ça continue à bouillir. Ça continue à bouillir, et en fait, à l'intérieur de nous, ça commence à bouillir également. Et donc, on met le problème de côté, mais le problème existe. Le problème existe encore et encore, et il existe depuis des années. Le jour où il arrêtera d'exister, c'est quand on arrêtera de faire l'autruche, quand on relèvera la tête, qu'on se tournera vers le problème et qu'on laissera notre propre chaudron bouillir et qu'on leur fera la guerre. Il n'y aurait pas pu avoir de paix quand je pense à la Seconde Guerre mondiale. Il peut pas y avoir de paix avec Hitler. C'est Hitler. La seule chose qui permet d'avoir la paix, c'est de buter Hitler. C'est de buter les nazis. Comment tu veux avoir la paix si l'oppresseur continue d'être en plus au pouvoir, continue d'oppresser? Tu ne peux pas avoir la paix. La seule chose qui permet d'avoir la paix, c'est d'enlever cette partie-là. Et nous, on ne l'a pas enlevée, cette partie-là. Elle est là. Le patriarcat, il est là. Et on sait que c'est la seule chose à faire. Sauf que, ça n'a pas encore eu lieu, hein. Et j'aimerais être en vie le jour où ça aura lieu, hein. Parce que moi, tu me demandes de sortir dans la rue et de me dire, en fait, c'est la guerre. C'est littéralement la guerre contre le patriarcat, contre les hommes. Mais ce serait un des plus beaux jours de ma vie. Bon, j'en arrête avec ma philosophie anarchiste, mais bon bref. On en revient à Zoé Watts qui se prend en pleine gueule les commentaires affligeants de toutes ces personnes qui lui disent que finalement c'était pas un viol parce que c'était pas dans une ruelle. Et elle peine encore à prononcer le mot viol pour ce qu'elle a vécu. Et comment tu veux avancer dans la vie? Comment tu veux te battre contre quelque chose que tu peux pas nommer? Et en plus, elle dit qu'il y a une honte et une culpabilité. Elle dit « Pourquoi je n'ai pas fait le lien ?» Comment tu veux faire le lien? Son mari, actuellement, il purge 11 ans de prison. 11 ans de prison, c'est pas assez. Ensuite, il y en a d'autres. Il y a Amanda Stanhope, qui pendant 5 ans, en fait, se réveillait avec des bleus et des vêtements différents. Et au bout d'un moment, elle s'est dit, mais il y a un truc bizarre. Donc, elle a confronté son compagnon. Et lui, il l'a complètement gaslighté. Il lui a dit, ouais, non, mais en fait, tu prends trop de médicaments, tu t'imagines des choses, mais t'es complètement folle. Typique d'un homme, hein. Et quand elle a finalement eu une vidéo, une preuve, la police lui a dit, mais ça ressemble à quelqu'un qui fait semblant de dormir. Voilà. Encore une fois, ce chaudron qui bout. Son ex-compagnon, finalement, a mis fin à ses jours avant le procès. Génial, super nouvelle. C'est la seule très très bonne nouvelle de cette enquête, hein. Amanda Stanhope, elle poste des vidéos sur les réseaux sociaux actuellement, et elle dit « Je vois tout le monde comme un prédateur potentiel. » Mais Amanda, c'est normal parce que tout le monde en est un. Et tu ne peux pas, c'est comme une des vidéos que j'avais faites où je parlais de viol, tu ne peux pas oublier ça. C'est-à-dire que tu as appris qu'une personne que tu as fait entrer dans ton foyer, qui est censée t'aimer, que tu aimes, avec qui tu as construit des choses, en qui tu as une confiance totale, c'était un prédateur. Si même lui, c'est un prédateur, alors tout le monde peut en être un. Ça veut pas dire que tout le monde en est un, ça veut dire que tout le monde peut en être un. Ensuite, on a aussi Valentina, qui est dans le nord de l'Italie. Elle a découvert des vidéos que son mari, donc ça faisait 20 ans qu'ils étaient mariés, des vidéos qu'il avait filmées, et en fait, elle avait aucun souvenir de ces abus-là. Mais elle dit, voilà, il suffit d'un lit, d'une caméra et d'une odeur différente pour que tout remonte. Son mari, lui, a pris 8 ans de prison. 8 ans seulement. Et ces 3 femmes, elles ont une chose en commun, elles savaient pas. Elle faisait confiance à l'homme qui dormait à côté d'elle. C'est un des aspects qui est le plus difficile à intégrer. C'est que la menace peut venir de là où on se sent en sécurité, en fait. Et c'était ce que je disais au début. C'est-à-dire qu'on nous apprend à avoir peur de tout, mais pas d'avoir peur de la personne en qui on a confiance. Parce que ça peut pas matcher. Pas avoir peur et avoir confiance en même temps. Et eux, ils en profitent. Et ils savent que même s'ils le font, 8 ans de prison, c'est réglé.
Mais alors, qu'est-ce qu'on fait ? Le groupe Z, il a été supprimé de Telegram, en grande partie grâce à l'enquête de CNN. Telegram a aussi dit dans un communiqué que la violence sexuelle est explicitement interdite par ses conditions d'utilisation. Très bien, hein, mais Telegram, vous avez mis combien de temps à réagir ? Combien de groupes similaires existent encore ? Est-ce qu'il y a des règles de sécurité ? On s'en fout de vos conditions d'utilisation. On s'en tamponne le cul, qui les lit ? Est-ce qu'il y a des pare-feux ? Est-ce que vous mettez une putain de régulation ? C'est quand même une folie. Ensuite, on a le site motherless.com. Eh ben, il est toujours en ligne. Il n'y a rien qui est fait. Il y a la tête de Telegram. À la tête de Motherless. C'est qui ? Des hommes. Des hommes. Voilà pourquoi. Et aussi parce que Motherless opère sous le droit américain. Et les États-Unis sont dirigés par un violeur et un pédophile. Et donc le site, comme il opère sous le droit américain, il est protégé par ce qu'on appelle la Safe Harbor. Donc c'est une clause qui protège les plateformes de toute responsabilité pour les contenus publiés par les utilisateurs. Globalement, les gouvernements, ils ont une réticence profonde à s'attaquer aux plateformes elles-mêmes. Parce que ça nous fait de la thune. Ça nous fait de la thune. Et la thune, ça nous donne du pouvoir. Et le pouvoir, ça nous donne la possibilité de faire ce qu'on veut. Donc on n'a pas envie de les réguler, on n'a pas envie de s'y attaquer. Tant qu'on ne s'attaque pas à la source, les infrastructures qui permettent la diffusion de ces contenus, et le patriarcat, parce que c'est surtout ça. Tu peux supprimer motherless.com, ils vont en créer un autre, il n'y a pas de souci. Tu peux supprimer le groupe sur Telegram, ils vont en créer un autre. Tant qu'on ne s'attaque pas à ça, tant qu'on ne fait pas la guerre, le phénomène il va perdurer. Et donc, ce que cette enquête, elle révèle, c'est pas l'histoire d'un problème isolé, comme je l'ai déjà dit. C'est l'histoire d'un écosystème, d'une infrastructure, d'hommes qui se donnent des conseils, se valident mutuellement, se filment, se vendent des produits, se vendent des femmes, font des live streams. Tout ça pour leur plaisir personnel et leur pouvoir, sans aucune conséquence. C'est l'histoire de plateformes dirigées par des hommes qui regardent ailleurs, qui sont protégées par des lois érigées par des hommes qui sont pensées à une autre époque. La soumission chimique, c'est un crime qui prospère dans le silence des victimes qui se souviennent de rien, le silence des institutions qui forment pas leurs agents, le silence des plateformes qui ne modèrent pas les contenus et le silence de la société qui dit encore « Ouais mais c'est ton mari, ouais mais attends, c'est pas dans une ruelle, et nanani, et nanana ». Comme Gisèle Pellicot l'a dit, la honte doit changer de camp. Et ça, c'est le cas. Je dis la même chose, la honte n'appartient pas aux femmes, elle appartient à ceux qui commettent ces actes. Et à tous ceux qui regardent ailleurs, à tous ceux qui savent que leurs potes font ça, à tous ceux qui se disent « Non mais moi ce que j'ai fait, c'était pas vraiment ça », à tous ceux-là qui se disent qu'une main au cul, c'est pas un problème, dès la plus petite action, à tous ceux qui ont un jour voulu coucher avec leur meuf en insistant, à tous ces mecs-là, honte à eux. Et vous, mes girls, je vous le répète, on n'est vraiment pas assez en colère. Vous venez d'écouter un épisode du podcast En colère. Si vous êtes toujours zen, c'est que vous n'avez pas écouté assez fort. Vous trichez. Bon alors maintenant, soit vous allez crier dans votre oreiller, soit vous écoutez l'épisode d'après. Allez, oust!